brièvement que pour les personnes sourdes et malentendantes, il y a à peu près 10% de la population qui s'identifie ainsi, mais qu'un bon 25% de la population qui vit avec une surdité légère à profonde. Et cette prévalence, si on peut dire, ou ce pourcentage augmente chez les personnes de 70 ans et plus. La surdité, dans le fond, elle est une condition qui ouvre à plusieurs modes de communication. Il y a la communication en langue des signes, communication orale, pidgin, qui est comme une créolisation entre les langues orales et les langues signées. Il existe plus de 140 langues des signes à travers le monde. Quand on présente les communautés sourdes, on peut voir des richesses culturelles, mais quand on se met dans une perspective historique, on prend compte d'une histoire d'oppression aussi, notamment, dans le fond, je dirais ce que j'appelle la parole à tout prix, c'est-à-dire à quel point on a considéré les humains comme étant distincts des animaux. On disait, bien, mon Dieu, les humains, ce qui nous distingue du animal, c'est la parole. Donc, il faut favoriser cette parole-là. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Il y a eu des valorisations des langues signées, mais il y a un événement qui a été marquant. Ça a été celui du Congrès de Milan en 1880, où on a interdit l'enseignement des langues des signes. Et ça a été le début de ce qu'on appelait l'oralisme. Donc, il fallait que les sourds apprennent à parler. C'était le don de la parole qu'il fallait honorer d'abord et avant tout. Il y a eu de multiples tentatives d'éradication des personnes sourdes, mais jamais dans une perspective nécessairement individuelle. C'est-à-dire, ce n'était pas de dire, toi, telle personne, on va t'éliminer nécessairement, mais dans une perspective d'amélioration de la race humaine, on va chercher à atteindre une espèce d'idéal d'humain parfait, tout ça. Donc, il y a eu des stérilisations forcées, belles, qui est peut-être votre compagnie de téléphone, qui était de mères et d'épouses sourdes, faisait la promotion de l'interdiction des mariages en sourds et entendants. Il y a eu des pratiques eugénistes, dont le pire exemple est probablement celui de l'Holocauste, où non seulement des personnes juives ont été assassinées, mais des personnes, 17 000 personnes handicapées et des personnes sourdes. Donc, j'ai mis une citation parmi plusieurs de Lewis Dudley, qui était fondateur de l'Institut Clark, un pensionnat américain pour jeunes sourds, qui disait « Ils sont humains de par leur forme, mais seulement à moitié humains de par leur attribut ». Donc, toujours dans cette idée-là que c'est la parole qui fait l'humain, finalement. Face à cette conception-là très médicale de la surdité comme quelque chose qu'il faut absolument guérir, éradiquer, il y a des perspectives qui existent, dont un concept qui nous permet d'aborder ça, qui s'appelle la sourditude. C'est une traduction d'un concept d'un chercheur sourd anglais, Dave Hood, qui dit d'abord la surdité, c'est un processus, un parcours pour toutes les personnes sourdes. La surdité, c'est souvent déterminé par le champ médical, mais la surdité met l'emphase sur les positions existentielles des personnes. Donc, on regarde plus l'expérience que la condition physique. C'est-à-dire que le fait de vivre comme personne sourde, ça peut avoir avec le degré d'édition, ça a à voir avec un rapport au monde. La philosophe féministe Teresa de Lauretis, elle dit d'abord l'expérience, elle est subjectivement constitutive. Elle forme notre façon de vivre et de voir le monde. Vivre comme personne sourde, c'est une expérience singulière qu'on pourrait comparer, bien qu'il y a beaucoup de différences, mais avec le fait d'être une personne racisée, être une personne issue d'une minorité sexuelle et tout ça. Donc c'est vraiment l'appartenance culturelle sur laquelle on met l'attention plutôt que sur la correction médicale. Et au cœur de ces appartenances culturelles sont les communautés signaires, c'est-à-dire dont les langues des signes sont les langues principales. Culture sourde, je vous ai mis une petite BD. Cédric, sors la piscine, c'est le temps d'y aller. Ah, faut que tu t'en ailles maintenant? Ben, pas vraiment. Là, mon père, il dit bye-bye à son ami sourd, puis bye-bye à un ami sourd, ben, ça veut dire que j'ai un autre 45 minutes. Donc, l'écriture sourde, c'est aussi des façons de vivre. C'est donc une histoire d'oppression, mais aussi de fierté.
fierté, avec au cœur les langues des signes. Et c'est pas récent, on parle des fois des années 70 comme des moments de libération, mais dès les années 1800, il y avait des rencontres à Paris entre intellectuels, leaders sourds. Il y a eu le réveil sourd plutôt dans les années 70 avec des mobilisations sociales comme Deaf President Now. Vous avez l'image en haut, We Still Have a Dream, une énorme mobilisation étudiante sur le campus de Gallaudet, la seule université qui enseigne en langue des signes au monde, qui se trouve à Washington. Il y a aussi la Journée mondiale des sourds à chaque année, le 28 septembre. C'est le moment de la marche, la fierté sourde. Pour plusieurs, ces marches de fierté vous disent quelque chose. La culture, bien entendu, c'est les manifestations culturelles, poésie, littérature, BD, art, mais c'est aussi des rapports de pouvoir. Donc, parler de culture sourde, ça nous met en lumière, ça fait apparaître des cultures peut-être qui étaient jusqu'alors invisibilisées, qui sont les cultures entendantes, les façons entendantes de vivre et de percevoir le monde, de le développer. Donc, dans cette prise en compte des rapports de pouvoir, il y a cet impératif, je dirais, de nommer les postures privilégiées. Donc, dans nos mouvements de mobilisation, de pensée critique, c'est entre autres dans les Critical Race Studies où on a nommé la blancheur. Ruth Frankenberg, elle disait parler de blancheur, c'est assigner une place à tous et toutes dans les implications du racisme. Le racisme, c'est pas juste le problème des personnes racisées, c'est le problème de tout le monde. Donc, de nommer la blancheur, ça nomme une place à tout le monde. Donc, un peu à l'image de ces mouvements-là, de nommer l'entendance. Donc, peut-être pour certaines personnes ici ce soir, vous venez de vous découvrir une nouvelle partie de votre identité comme personne entendante. Peut-être que pour certains, c'est déjà quelque chose qui est connu et que vous avez conscientisé déjà. Voilà, donc c'était une très brève incursion dans le monde sourd en quelques temps. Je laisse la parole. Donc, l'intersexuation, on commence à en entendre davantage parler au sein de notre société donc ça brise une invisibilisation qui était là depuis longtemps, mais c'est pas toujours compris ce dont il est question, donc à quoi ça fait référence et assez souvent on peut confondre intersexuation avec une identité de troisième genre, okay? Donc une identité ni homme ni femme, ou une identité de genre, tout simplement. L'intersexuation ne fait pas référence à ça, ça fait plutôt référence à l'expérience d'invalidation de son corps de naissance. Donc le fait d'être né avec un corps qui est considéré par la médecine comme étant non adéquatement mâle ou femelle. Et donc il y a des personnes qui naissent au monde différemment. Il y a une variété de corps sexués et donc on ne se trouve pas devant une figure simple de mâle, femelle avec une figure mythifiée de l'hermaphrodite, ce qu'on a des fois en tête, et ce qui peut disons, porter à des incompréhensions parce que chez l'humain, ça n'existe pas une personne qui va combiner tous les traits typiques mâles et femelles dans une seule personne. Donc, c'est une combinaison de traits diversifiés qu'on peut avoir comme personne intersexe ou des traits qui vont être intermédiaires par rapport aux points de référence normatifs mâles et femelles. Évidemment, tout ça, ça suit un jugement médical, à partir de où la médecine décide qu'un corps est invalide. Donc, mais à partir du moment où on est considéré comme invalide, on va subir une série d'expériences. Souvent, donc, au départ, on considère, le milieu médical estime qu'on ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'on ait des erreurs de la nature ou qu'on a des malformations ou qu'on ait une anormalité et ainsi de suite, et que forcément on doit apporter des correctifs. Donc vont s'en suivre une série de protocoles. Donc ces protocoles médicaux ont été mis en place ou systématisés, donc surtout à partir des années 50. Donc ça correspond au moment où le milieu médical a commencé à avoir une mainmise sur les naissances, donc le processus de naissance. Donc la plupart des naissances se faisaient, ont été transférées vers le milieu hospitalier. Donc mainmise sur le processus de naissance, ainsi que
développement de certaines technologies chirurgicales sur les enfants ou la production d'hormones de synthèse. Donc ça a facilité la mise en place de protocoles de prise en charge intersexes, où on estimait, donc sous le premier protocole, enfin, de un, on estimait qu'il y a urgence, donc ça a été souvent associé pour bien les médecins qui mettent en place les protocoles et qui les appliquaient. Il va de soi que l'existence d'enfants intersexués ou intersexes pose problème, ne peut qu'être source de désarroi chez les parents. Et donc, a mis en place ces protocoles. Et il y a eu deux grandes vagues, disons, deux grands paradigmes dans deux types de protocoles principaux qui ont été mis en place. Tout d'abord, le protocole sous le paradigme Hopkins, donc Hopkins de l'Université Johns Hopkins, qui est une université médicale très reconnue. Et à l'intérieur de l'Université Johns Hopkins, il y avait un département, l'unité psycho-hormonale, qui a mis sur pied la politique optimale de genre. Et une des figures, une des sommités là-dedans, c'est John Money, dont peut-être certaines personnes parmi vous avaient déjà entendu parler. Et John Money, qui est un psychologue, qui affirmait qu'il est possible, donc les corps et les identités de genre sont très plastiques. Okay? Donc, on peut développer une identité de garçon ou de fille très facilement, c'est plastique. De même que les corps, on peut modeler des corps, mâle ou femelle, donc à partir d'un corps qui va construire comme étant ambigu. On peut le faire, c'est possible, tant et aussi longtemps qu'on le fasse rapidement, donc avant l'âge de 2 ans. Donc après 2 ans, donc, on considère que l'identité de genre, on ne peut pas arriver avec une nouvelle identité de genre. Si on veut fixer l'identité de genre, on va le faire avant, puis en plus, si on fait les interventions médicales avant 2 ans, ben, on s'assure que l'enfant n'a pas mémoire, ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et on estimait donc qu'on devait garder le secret, c'est-à-dire de ne pas donner d'informations à l'enfant. On en donnait le moins possible aux parents, puis on insistait auprès des parents pour qu'ils ne disent rien à l'enfant. Et on disait, ben, vous devez élever votre enfant en garçon ou en fille, et sur ça, tenir ça secret. Et on voit ici donc la culture, comment le milieu médical a longtemps abordé sa pratique. C'est juste un petit extrait qui, pour moi, est une bonne illustration. Donc, le milieu médical, enfin, le secteur médical qui s'occupe de la prise en charge intersexes, voyait sa pratique de façon très enthousiaste. Okay? Pour elle, ben, elle faisait bien, elle agissait bien, puis même qu'il y a quelque chose d'intéressant, ce sont des défis intéressants de faire la prise en charge intersexes. Et je pense que ce qui est révélateur de ça, c'est tiré d'un article de 1993 donc une revue médicale de Johns Hopkins qui fait un petit topo sur la prise en charge intersexes. Et on présente une sommité dans le milieu, John Gearhart, comme étant un artiste des corrections génitales. Okay? Donc, un artiste des corrections génitales, il peut sculpter des organes génitaux femelles à partir de ce qui semble apparaître comme mâle, et il peut aussi produire des organes génitaux mâles à partir de ce qui est ambigu. Okay? Donc, on voit dans l'image, donc l'image souriante, donc c'est envisagé comme quelque chose de positif. L'expérience d'invalidation et toutes les interventions non consenties vont être vécues pour les personnes intersexes, donc toutes celles qui se sont prononcées jusqu'à présent comme étant des violences, causant des inconforts profonds. Et parmi donc, les mobilisations, parmi les critiques, on a de l'autre côté une image qui a été produite par, c'est Gabriel Costello, activiste intersexes, et où il prend les fameuses images médicales qui ont été produites d'enfants intersexes qui
qui renvoie à des expériences troublantes et traumatisantes pour les enfants et souligne donc avec le message, en fait, nous sommes des personnes. Et, ah oui, j'oubliais, il y a les interventions sur le paradigme de DSD, donc ça c'est le deuxième paradigme. Donc suite à la couverture dans les médias, ils ont commencé à revoir une partie de leur intervention, ils ont changé le discours, mais ça ne signifie pas qu'aujourd'hui on reconnaît les droits humains des enfants ou des personnes intersexes. Donc il y a quand même une poursuite d'intervention non consentie. Ça marchait, mais ça m'oublie plus. Et ce qui oriente les pratiques, on peut trouver donc, des ancrages hétérosexistes et des ancrages capacitistes. Tout ça se déroule dans un contexte de grand pouvoir de l'institution médicale. Donc, le milieu médical a l'autorité complète pour s'auto-réguler. Donc, il ne doit pas rendre des comptes à une institution extérieure, en certainement pas sur en ce qui concerne la prise en charge des enfants intersexes, dispose beaucoup aussi de crédibilité. Rapidement, ça fait référence à le fait que les personnes intersexes ont été mises sous silence, forcément en raison je ne passerai pas à travers toutes les bulles en raison du temps, en raison du stigma, de la honte qui entourait le fait d'être intersexe ou d'avoir été caractérisé comme étant intersexe par le milieu médical. Eh bien, on a donc créé une structure qui fonctionne sous silence. Et on se fait en sorte que ça a été plus difficile de voir émerger une communauté intersexe. C'est arrivé plus tard, mais c'est ça, ça a été un défi. Voilà, c'est vrai. Une petite animation Le type d'intervention subie, ça peut être à travers le soir, clitoridectomie, récession clitoridienne, clitoroplastie, vaginoplastie, dilatation vaginale, réparation des hyposphères, c'est quand on veut fermer ce qui ressemble à un pénis, donc quand le méa urinaire, en principe, serait situé à la base. Stérilisation, gonadectomie, hystérectomie, quoique c'est plus rare pour l'hystérectomie. L'hormonothérapie, donc l'hormonothérapie qui est forcée, qui n'est pas consentie. Désinformation, pas du silence, absence de consentement éclairé. Puis objectification, donc prise de photos et les examens cognitifs. Donc par exemple, les personnes intersexes qui témoignent suite après avoir subi des opérations. Donc il y a un médecin qui arrive avec une série de résidents puis qui vont examiner son corps devant les résidents. Donc, il y a une réappropriation, donc positive, il y a aussi des luttes, comme du côté de la communauté sorde. Et ces luttes-là ont démarré au milieu des années 90, donc plus spécifiquement en 1993, avec la fondation du tout premier groupe intersexe. Et les mobilisations intersexes ont été beaucoup facilitées par Internet. Donc là, ça fait en sorte que les personnes qui étaient isolées aient pu éventuellement trouver d'autres personnes. Et la mobilisation s'amplifie, donc ça devient plus dynamique. Aujourd'hui, on en est rendu à une série de forums intersexes internationaux et le prochain va avoir lieu à la fin du mois d'avril de cette année. Et les revendications se situent sur l'intégrité, donc les droits humains, la protection de l'intégrité physique, de l'autodétermination et de la dignité. Il y a aussi, en parallèle à ça, une critique de la pathologisation, donc un désir de s'approprier une image, de se créer une image positive, donc de remettre en question l'invalidation médicale. Donc, il y a tout un travail de redéfinition culturelle qui est fait du côté intersexe, mais qui commence à peine. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan. Et on a ici, ça c'est le drapeau de l'intégrité intersexe, donc qui est dans le cadre d'un, je pense, c'est un Mardi Gras ou une célébration gay par une activiste intersexe, Bonnie Hart, en Australie. Je vais présenter un des enjeux qui est plus en lien avec les technologies et les langues. Pour l'introduire, je dirais que dans l'univers de la surdité, de la surditude, il existe une multiplicité de technologies qui sont non seulement auditives, mais aussi communicationnelles. Donc, auditives, on pense à des appareils auditifs, la suppléance à l'audition.
Communicationnel, on va penser au contrôle de l'environnement, les sonnettes lumineuses et les technologies de communication visuelle comme une application qui s'appelle Glide pour les textos vidéo. Il y a une multiplicité de technologies. Justement, mon téléphone vient de sonner avec une lumière, par exemple. Pour moi, c'est important de situer les questions de respect et d'éthique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en questionnant les technologies qui sont plutôt normatives, comme celle de l'implantation cochléaire, sur lesquelles je vais venir, il ne s'agit pas de remettre en question les choix des personnes. Donc, chaque personne, sourde, malentendante, sourde, aveugle, fait les choix qu'elle veut et on les respecte. Il y a un respect de la diversité des langues, et des technologies et des choix. Cependant, il y a certains enjeux éthiques qui sont présents et qui sont intéressants à interroger, qui sont, par exemple, l'implantation cochléaire pour les bébés et les enfants et la survalorisation de choix de vie au détriment d'autres. Donc, je dirais même que c'est ces deux enjeux éthiques-là qui nous, pour moi en tout cas, qui créent un dialogue aussi avec les positions intersexes pour les chirurgies d'assignation de sexe et pour la survalorisation de modes de vie au détriment des modes de vie intersexes. Donc, l'implantation cochléaire, pour les personnes qui la choisissent, souvent on va dire « Ah, il y a une augmentation du son, de la parole, ça facilite mon intégration sociale dans une société phonocentriste. » Il y en a qui utilisent les langues des signes aussi. Donc, mon intervention n'a pas pour but de diaboliser la technologie en tant que telle, mais de partager avec vous les critiques historiquement qui ont été faites de cette technologie-là. Donc, en somme, les principales critiques qu'on fait à la technologie de l'implantation cochléaire, c'est le fait de médicaliser et pathologiser la différence. Une des critiques aussi, c'est de dire la survalorisation de l'implantation cochléaire. Ce qu'on entend par survalorisation, c'est que, par exemple, quand l'enfant va naître, on va faire des tests, on va dire « Ah, il a passé son test d'audition comme c'est quelque chose de positif. Ah, malheureusement, madame, il faut que je vous annonce, il y a une perte auditive. » Donc, la valorisation du fait d'entendre au détriment du fait de vivre comme personne sourde. L'implantation cochléaire se veut comme une opportunité qui est donnée aux parents de dire « Votre enfant, il pourrait entendre comme vous. » Et pour beaucoup de parents, on le voit un peu comme de dire « Si je suis myope, je vais mettre des lunettes, c'est normal, je veux bien voir. » Il n'y a pas nécessairement la perspective de l'appartenance culturelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'appartenance culturelle, par exemple, pour les communautés ethnoculturelles, il peut y avoir une transmission qui se fait de génération en génération, même dans les familles mixtes et tout ça. Mais pour les enfants sourds, ils naissent en majorité de parents entendants. Donc, beaucoup de parents entendants qui ne connaissent pas le monde des sourds. Donc, une autre des critiques, c'est le caractère non éthique de la chirurgie sur des enfants, qui est autorisé aux États-Unis depuis 1990, au Québec depuis 1987. Donc, le fait de faire cette opération-là sur les bébés, c'est une opération qui est irréversible. Donc, c'est remis en question. La polarisation des choix aussi. Dans le milieu de la réadaptation, de la réintégration, souvent c'est présenté, on dit qu'il faut présenter aux parents la diversité des choix, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un débalancement. Donc, on va valoriser davantage l'implantation cochléaire, l'apprentissage de la parole, et les langues des signes sont vues comme un dernier recours. Donc, et malheureusement, elles sont mises de façon, c'est polarisée. On dit, c'est ou l'implantation ou les langues des signes. C'est malheureusement, alors qu'on pourrait présenter les deux. Un des arguments qui va être donné, c'est de dire, mais pour que l'implantation marche, il faut qu'il y ait une pratique au son. Donc, il y a une étude qui a été faite, par exemple, en disant, mais quand les gens ont des signes, là, ça les distrait visuellement parce qu'ils entendent moins bien. Mais je me dis, c'est une drôle d'étude, parce que moi, si je parlais au téléphone, admettons comme entendant, que là, on fait des tatas de faire, bien c'est sûr que je serais moins concentrée. Fait que l'idée, c'est pas d'apprendre à parler puis à signer nécessairement en même temps. Il pourrait y avoir des moments d'apprentissage de la parole, des moments pour l'apprentissage des signes. Une autre critique, c'est qu'on fait miroiter souvent aussi que l'implantation cochléaire,
c'est une façon de devenir entendant alors que les gens vont demeurer soit sourds quand ils enlèvent leur implant ou sévèrement malentendants. La généralisation de l'implant a un impact sur la réduction de l'éducation en langue des signes. L'implantation fait en sorte que les enfants sont intégrés de plus en plus avec les entendants, sur l'enseignement des langues des signes et sur leur préservation. La survalorisation aussi de l'implantation cochléaire, elle a pour impact de réduire les rangs d'une culture minoritaire, étant considérée comme étant violatrice des lois internationales, dont la Convention de l'ONU sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Une autre des critiques qui est formulée, c'est que l'implantation cochléaire, c'est une autre technologie qui s'inscrit dans la longue tradition de tentatives de conversion des personnes sourdes en personnes entendantes. Tout à l'heure, quand je vous parlais du congrès de Milan, c'est de dire qu'en fond, de forcer l'apprentissage de la parole, pendant ce temps-là, les enfants n'apprennent pas la géographie, les mathématiques. Donc, toute l'attention est mise sur l'apprentissage de la parole, sur le toucher, speech therapy qu'on dit en anglais, mais tous ces efforts-là se font au détriment de d'autres apprentissages. Donc, pour conclure sur cet enjeu-là d'implantation cochléaire, une des problématiques qui d'actualité, c'est sa survalorisation actuellement dans la société. Un des exemples que vous avez sûrement vu, c'est peut-être sur Facebook. On va voir des vidéos de personnes, enfin elle entend, la personne la pleure, puis là c'est vu comme c'est la grande réalisation, mais pourtant on ne montre pas d'autres histoires qui sont, par exemple, les enfants qui, enfin, découvrent les langues des signes. Ces vidéos-là circulent plus, je dirais, dans les communautés sourdes et signaires, mais ils n'ont pas la même visibilité à l'extérieur des communautés sourdes et signaires. Je voyais récemment un enfant qui était assez vieux, en Syrie, je pense, et là, l'intervenante lui montre quelques signes, elle s'en va, elle revient, puis l'enfant, il n'a jamais été exposé avant aux langues des signes, puis il s'en rappelle, là, il signe, puis tu vois son expression, mais ces témoignages-là, on les voit beaucoup moins que les témoignages de l'implantation cochléaire où, enfin, la personne entend. Pour faire poursuite sur les situations, les enjeux, il y a, comme on a vu, des enjeux de redéfinition, donc d'opposition des discours, des visions différentes, alternatives aux visions qui sont pathologisantes. Et donc visions qui peuvent supporter, qui vont changer les visions du monde, qui orientent les pratiques, ou bien des discours et des visions qui peuvent s'arrimer à des revendications, notamment par exemple les revendications de droits humains. Si je me concentre sur les enjeux de langage, parce que, comme j'ai dit au départ, on se concentre sur quelques petits aspects, mais ce sont des univers très larges, plusieurs couches, plusieurs dimensions. La dimension du langage demeure quand même assez importante, parce qu'on va avoir des récits différents en fonction de si on regarde du côté médical ou si on regarde du côté de la communauté intersexe politisée. Et il y a, donc on peut avoir des enjeux ou des différentes perspectives sur comment on voit le naturel. Donc, quels sont les a priori sur ce qui est naturel. Aussi, toutes les réflexions, quels sont nos a priori sur les corps sexués. Comment se représentent les corps sexués, les sexes, avec toutes ces idées de reproduction, de but de la vie comme étant la reproduction ou bien des idéaux de complémentarité des sexes. On va avoir aussi des enjeux de langage, surtout sur la description des corps. Donc, est-ce qu'on a un corps qui est composé de plusieurs défaillances ou bien si on a simplement un corps qui représente une variation? Cette redéfinition du corps ou des traits corporels peut aller très loin. Donc, tout ce que le milieu médical a développé est assez vaste. Donc, ça va jusqu'aux plus petits éléments. Par exemple, quand on va parler
soit hypertrophie du clitoris. Donc, hyper, ça laisse entendre c'est trop. Okay? Ou bien, si on va dire que le vagin est aveugle, okay? Parce qu'il ne mène pas, il n'y a pas d'utérus. Ça aussi, ça laisse entendre un langage présenté comme un langage de défaillance. Ou quand on va dire que tel récepteur échoue à produire tel ou tel type d'hormone. Donc, je vais juste présenter quelques exemples, ça va dans l'infiniment petit. Donc, il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Et ensuite, il y a un travail à faire sur quel langage on a, quelle compréhension on a de nos possibilités d'existence comme personne intersexes. Donc, est-ce qu'on est forcément, disons, condamné à des expériences de vie terribles? Donc, il y a tout ça. Il y a aussi quel langage on utilise pour représenter les interventions médicales, les modifications non consenties aussi irréversibles. Puis, on a aussi toutes des différences de langage sur les effets de ces interventions-là. Je donne un exemple ici qui avait été dressé, compilé par Kessler, donc, qui est une chercheure solidaire des personnes intersexes, et qui, en entendant différentes personnes intersexes, les discours qui étaient en train de se constituer, voyait que le langage était très différent, opposé sur certains points de base. Donc, par exemple, le corps pré-intervention va souvent être décrit comme étant déformé, malformed en anglais, par le milieu médical, tandis que souvent dans le langage de personnes intersexes, politisées notamment, ou qui ont rencontré une communauté, on va dénoter, on va qualifier le corps pré-intervention comme étant intègre. Du côté médical, ils vont souvent, quand on regarde la littérature, comment ils vont décrire les interventions, ils vont souvent employer le terme créer. Donc, on a créé un vagin, ou on a créé un pénis, ou on a créé un clitoris, etc. Tandis que dans la perspective intersexe, le terme qui va revenir davantage, ça va être détruire. Donc, on a détruit des organes génitaux, on a détruit l'intégrité physique. Et la façon de représenter le corps post-intervention, désolée, parce que oui, la conférence, c'est ça, on nous regarde. Donc, quand vous parlez du médical, puis ensuite de ça, vous dites alternatif, là, juste pour comprendre le tableau, qu'est-ce que vous entendez par alternatif? Oui, bonne. C'est juste parce que je demandais à ma collègue derrière, puis là, je vois que la conférencière a arrêté. Mais c'est une bonne question. En fait, alternatif, ça fait référence aux perspectives intersexes ou aux perspectives solidaires de personnes intersexes. L'auteur avait employé le mot alternatif dans son tableau que j'ai repris tel quel et j'ai fait une traduction en français. Puis, donc pour ce qui est du corps post-intervention, le milieu médical va souvent le qualifier comme étant corrigé et du côté intersexe, ça va être souvent vécu et qualifié comme étant endommagé. Donc, les différences de langage sont profondes. Et une partie de ces débats ou une partie du discours du langage qui a lieu aussi sur les effets des interventions, a lieu autour des revendications intersexes. Et j'estime que le traitement que le milieu médical fait subir aux personnes intersexes inclut la façon dont on traite le discours et les revendications intersexes. Donc ça dépasse la prise en charge du corps. Et depuis 1993, contrairement à ce que le milieu ou les mobilisations, enfin les personnes intersexes présupposaient, le milieu médical a eu beaucoup de réticence à entendre la parole intersexe, puis les revendications ou les perspectives intersexes, et estimait que les personnes intersexes ne savaient pas de quoi elles parlaient, ou les personnes qui vont se prononcer dans la place publique, et estiment qu'on doit continuer à maintenir les interventions, qu'au final, c'est plus bénéfique que de ne pas avoir d'intervention.
Et on a aussi tendance à essayer de redéfinir l'intersexuation pour légitimer les interventions, donc de dire mais tel type de variation ou tel type de variation. Évidemment, bon, le milieu médical ne parlera pas de variation, on va parler de désordre. Ça ne constitue pas de l'intersexuation, mais un garçon ou une fille qui a besoin de confirmation, qui a besoin de voir son corps être corrigé. Donc là, ça, c'est un nouveau déplacement discursif. Mais surtout, on va régulièrement invalider les critiques intersexes et on en a un exemple ici donc, de médecins du Québec, donc de Sainte-Justine. Il y a 3 hôpitaux, 3 centres hospitaliers au Québec qui font la prise en charge intersexe, donc Sainte-Justine, Mount Charles Children, puis le CHUL à Laval. Et il y a quelques affirmations, quelques prises de position de Sherry Dill et Anne Maïoul que j'ai ouvert, c'est son nom. Je ne sais pas si... Pas trop, hein, pas... C'est correct comme ça? On ne voit pas. On voit pas. Mais c'est noir sur bleu foncé. Ouais, c'est ça, celui-là, je n'avais pas le... Attends. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec... Est-ce que le lire, c'est correct? Mais qu'est-ce que je suis mieux de faire, en fait? Qu'est-ce que c'est mieux? Est-ce que je lis? Vous pourriez fermer la lumière pendant le temps de la lecture, puis après ça, réouvrir. OK. Parfait. Merci. Donc, tout le monde est en mesure de lire ça ici? C'est l'allumer. Non. Envie de vous présenter, dans le fond, la nomination de ces systèmes d'oppression-là, qui sont l'audisme et l'endosexisme. Donc, la première, c'est l'endosexisme. J'allais vous laisser la présenter. Parce que dans le milieu intersexe, on ne s'est pas assis pour donner une définition au concept qui commence à émerger. Donc, il y a le terme, par exemple, intersexophobie, qui a émergé, mais on ne s'est pas arrêté pour le meubler, si on veut, pour lui donner une définition. De mon côté, j'aime moins les concepts en phobie, parce que ça ne nous permet pas de comprendre les systèmes qui sont en place. Et ça individualise le problème. Et endosexisme, donc ça tient de endo ou endosexe, qui est une proposition de Gary Gabriel Costello, un activiste intersexe. Donc, à partir du concept d'endosexe, j'ai ajouté la racine isme. Et endosexe, ça reprend l'idée de la racine latine, donc endo, qui n'est pas, comment dire, dans un entre-deux, si je veux simplifier. Et l'endosexisme, je me suis, pour donner une définition préliminaire, je me suis appuyée, j'ai regardé, disons, le nœud, là où il y a un nœud en termes de conception, de représentation, ça sur quoi reposent, ou les convictions sur lesquelles reposent les pratiques médicales, de même que le regard de plusieurs personnes qui ne sont pas intersexes.
Donc, c'est ici donc, la suggestion que je fais. Système de pensée suivant lesquels il est inconcevable qu'une personne puisse grandir et se développer positivement sur les plans psychiques, interpersonnels, sexuels et social, si son identité de genre n'est pas homme ou femme et si son corps sexué ne correspond pas respectivement aux normes médicales ou sociales mâles et femelles. Donc, en bref, pour le milieu médical, c'est inimaginable qu'une personne puisse s'identifier comme fille si elle a des testicules internes, okay? Si son corps n'est pas normatif femelle, puis il est inconcevable qu'une personne puisse s'identifier comme garçon si ce garçon-là ne peut pas uriner debout. Où on va être certain que la personne va avoir beaucoup de difficultés psychologiques et difficultés à se développer positivement. Et donc, ce système-là va orienter les pratiques sociales, surtout à l'intérieur du milieu médical, parce que présentement, c'est le milieu qui dispose de plus de pouvoir institutionnel. Donc, l'endosexisme, je remarque que, puis ça déjà avec une auteure solidaire comme Kessler, remarquait que dans les a priori, dans les perceptions du milieu médical, il y avait un ensemble de croyances hétérosexistes, okay, ou hétéronormatives. Alors, et je suis d'accord avec cette lecture-là. Donc, pour moi, il y a de l'hétérosexisme dans l'endosexisme, ça s'imbrique. Et donc, ça va avoir une influence sur les pratiques. J'estime aussi qu'il y a du capacitisme, mais j'ai à creuser davantage ma compréhension du capacitisme pour pouvoir développer davantage la réflexion là-dessus. L'audisme, dans le fond, vient du mot latin audire, entendre, et isme, système de pratique, action, croyance, attitude. C'est un thème qui est absent de la majorité des dictionnaires, comme endosexisme, j'imagine. Moi-même, j'avais essayé de faire une recherche sur endosexisme, puis je ne trouvais pas grand-chose. Donc, merci Yannick de me proposer une définition. Donc, l'audisme, ça veut être entre autres la croyance selon laquelle les personnes qui entendent sont supérieures en fonction de leur aptitude à entendre, à parler et à agir comme quelqu'un qui entend, et donc supérieures à celles qui sont sourdes ou malentendantes. C'est aussi la manifestation historique et systémique de la domination et de l'autorité imposée par le monde entendant aux communautés sourdes. Ça va être aussi la discrimination ou les préjugés envers les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. La hiérarchisation aussi de la surdité et de l'audition en subordonnant la première à la seconde. C'est-à-dire qu'on valorise l'audition beaucoup plus que la surdité. Je pense à Daz qui me disait dans la bande dessinée, j'ai fait une BD en langue des signes, et Daz, à un moment, il dit « Si j'étais entendant », il prend une bonne grosse 5 secondes pour réfléchir. Si j'étais entendant, c'est sûr qu'il me manquerait quelque chose. Si ça le met en contraste, parce qu'on dit « Ah, t'es sourd, t'entends pas la musique, mon Dieu, tu sais, c'est ça. » Mais tu sais, de le mettre à l'inverse, tant que vous entendant, pauvre vous manquez des choses aussi, ça l'inverse la perspective. La hiérarchisation des langues des signes et des langues orales, en subordonnant là encore les premières aux secondes, voire même le dénigrement ou la subalternisation des langues des signes. Ça va être aussi la supposition selon laquelle le langage et la parole sont des concepts interchangeables. Donc, on n'a pas le temps d'aller très profond là-dedans, mais quand tout à l'heure je parlais du congrès de Milan, par exemple, sur l'importance de la parole, c'est qu'il y avait vraiment une association entre langage et parole comme quelque chose d'indissociable, alors qu'on sait que le langage peut être la langue des signes. Dans le cerveau, il y a plusieurs univers que je n'ai pas le temps de parler malheureusement. Mais tout à l'heure, on pourra en discuter dans la discussion. En termes de résonance entre les communautés sourdes et intersexes, on voit que ces histoires-là, tu pourras compléter, Jeannick,
des histoires d'oppression, notamment, aujourd'hui, on a porté l'attention plus à la perspective médicale, eu égard aux interventions non consenties, en soulevant les problèmes éthiques de ces interventions-là. Une dévalorisation aussi de la beauté et des existences, de la beauté des existences sourdes et intersexes. Mais malgré tout, il y a aussi agentivité et mobilisation. On voulait faire une petite pause pour que je continue sur politique du langage, mais on s'est dit qu'on préférait vous garder avec nous pour alimenter une discussion. Fait à moins qu'ils veulent compléter sur résonance sur des intersexes, je vais poursuivre donc avec une perspective sur la politique du langage, mais plus dans la perspective ciné, perspective sourde. Donc, j'aime toujours me situer par rapport aux présentations que je fais. Donc, comment j'en suis arrivée à cette bébête-là, de la blonde phonocentriste? En fait, moi, ma démarche depuis une quinzaine d'années, c'est de contribuer à déconstruire la minorisation de certains groupes sociaux par la prise de parole. Donc, donner la voix aux personnes sans voix, de la vidéo comme forme de prise de parole. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la communauté sourde, quand j'ai fait ce que j'appelle mon coming out sourd, c'est-à-dire de réaliser que j'étais née sourde, mais que j'avais grandi comme personne malentendante et tout ce que cela impliquait, j'ai eu envie de donner la parole aux personnes sourdes, mais je me suis dit, mais attends, la parole, alors que c'est des signes, comment je fais avec tout ça? Et donc, en investiguant un peu, Coldry disait, dans le fond, la voix, ce n'est pas tant le son qui est produit par la parole, mais c'est une perspective distincte sur le monde qui mérite d'être considérée. Donc, la prise de parole, en fait, c'est l'expression d'une posture, d'une demande qui mérite considération. Quelle voix, donc, pour les sourds? Le problème, c'est pas juste que les voix sourdes ne sont pas vocales, de dire, ah, ben, tu sais, leur perspective sur le monde qui mérite considération est juste signée, il faut trouver un synonyme. Non, le terme voix, parole, renvoie à une histoire d'oppression qui est celle de l'oralisme. Donc, il y a une double incongruité qui est présente. Quand on constate l'omniprésence de la parole dans notre société. Récemment, avec Québec, il faut qu'on se parle. Par exemple, l'initiative que sûrement vous connaissez. Prenez la parole. Citoyens, prenez parole. C'est des enjeux de citoyenneté beaucoup. Il faut se parler, à vous la parole. Et le problème n'est pas juste en français, il est dans plusieurs langues. Find your voice, a voice for the victims, se faire entendre. Aidez-nous à vous faire entendre. Écoutez-nous, écoutez ma voix. Appel à toutes, il faut se faire entendre. Entendre le cri des femmes. Nous existons, la campagne sur les femmes séropositives, mais avec la photo de la voix qui crie. Entendre le cri des pauvres, le cri de la terre pour agir ensemble. Parle plus fort, faire entendre l'inaudible. Et le cri de la carotte, il passe-tu un peu? Quand je faisais des recherches, il m'a fait il faut bien de l'humour à travers tout ça. Donc, et la question du silence aussi. Souvent, on dit les sourds, c'est le monde du silence, hein, tu sais. Mais pourtant, le silence est vu dans la perspective de prise de parole comme quelque chose qu'il faut briser. Il faut briser le silence. Il faut le briser parce que le silence est synonyme de complicité, de terreur, de refoulement. Briser le silence, et comment on le fait? Par la parole. Le problème n'est pas juste au niveau de la voix et de l'audition, c'est on se rend compte que la langue au complet, elle est capacitiste. Stand-up, pardon. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand on est une personne en chaise roulante, se tenir debout contre l'adversité, ne pas plier face à l'adversaire. Est-ce qu'on peut? Faire lumière sur un problème, les aveugles peuvent faire lumière sur ce problème-là, eux autres aussi? Ou est-ce qu'on pourrait faire de l'ombre sur un problème et que ça soit quelque chose de positif? Comment parler, comment prendre parole en tant que sourd signant? Dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ce langage-là qui est systé tout autour de l'audition et de la parole, pour demander les considérations sociales, la reconnaissance sociale, quand cette reconnaissance-là qui est demandée, elle n'est pas reçue, on assiste à des propos audifs, comme le gouvernement fait la sourde oreille, un dialogue de sourds,
Même chose en anglais, tu sais, turning a deaf ear. Et dans la gauche aussi, c'est pas du tout de mauvaise volonté, ça fait partie de la langue. La gauche va dire dans ce journal-là, le gouvernement est-il aveugle et sourd? Donc là, c'est quelque chose qui est évidemment péjoratif. On ne dit pas, ah, il est-il alternatif, sourd et aveugle avec des nouvelles identités. C'est vu comme étant quelque chose de négatif. Tu sais. Donc, la langue, elle a un pouvoir immense. Voilà. Donc, phonocentrisme de la langue, notamment dans les enjeux de reconnaissance sociale. Moi, je me suis intéressée particulièrement à la langue, mais aussi à l'écriture. Le philosophe Derrida dit « l'écriture, c'est la condition même de l'épistémé ». C'est-à-dire que l'importance de l'écriture, la trace du langage sur un médium pour la construction et le développement de savoir et pour l'économie de la production des connaissances. En d'autres mots, l'écriture, c'est de laisser une trace sur un médium quelconque. Et en laissant trace, on permet de développer la connaissance, de l'organiser, tout ça. Comment laisser trace avec une langue qui est tridimensionnelle, d'une part, et comment prendre conscience de l'omniprésence de la langue orale. Et je vais finir là-dessus. Livre de poésie, essais, bouquins théoriques, articles, théâtre, bande dessinée, autobiographie, romans, pamphlets, livres d'art, magazines, dictionnaires, carnets de voyage, journaux intimes, nouvelles, notes de travail, lettres d'amour, etc. Imaginez tout ça, mais qu'en français, en anglais, comment on pourrait avoir ça en langue des signes? Donc, c'est vraiment à travers les technologies. C'est vraiment à travers les technologies et la vidéo comme forme d'écriture que moi, j'ai exploré cette possibilité-là. Quand je partage le phonocentrisme dans la langue, les gens me disent « OK, mais là, quelle expression on va utiliser là, à la place de prendre parole et tout ça? » Moi, je vais plus apporter des questions que des réponses.